Nous sommes restés beaucoup plus d'un an rue du Docteur Dordaine. Les saisons se succèdent dans mon souvenir. L'hiver, à la messe de minuit, nous avons été enfants de chœur dans l'église du village. Annie, la petite Hélène et Mathilde assistaient à la messe. Blanche-Neige passait Noël dans sa famille. Au retour, Roger Vincent était à la maison et il nous a dit que quelqu'un nous attendait au salon. Nous sommes entrés, mon frère et moi, et nous avons vu, assis sur le fauteuil au tissu à fleurs près du téléphone, le Père Noël. Il ne parlait pas, il nous tendait en silence à chacun des paquets enveloppés de papier d'argent, mais nous n'avions pas le temps de les déballer. Il se levait et nous faisait signe de le suivre. Lui et Roger Vincent nous entraînaient jusqu'à la porte vitrée qui donnait sur la cour. Roger Vincent allumait l'ampoule de la cour. Sur les planches de bois que nous avions disposées les unes à côté des autres, il y avait une auto-tamponneuse de couleur vert pâle, comme mon frère les aimait. Ensuite, nous avons dîné avec eux. Jean D est venu nous rejoindre. Il avait la même taille et les mêmes gestes que le Père Noël et la même montre. La neige, dans la cour de récréation de l'école, et les giboulées de mars. J'avais découvert qu'il pleuvait un jour sur deux, et je pouvais prévoir le temps. Je tombais toujours juste. Pour la première fois de notre vie, nous sommes allés au cinéma, avec Blanche-Neige. C'était un film de Laurel et Hardy. Les pommiers du jardin ont refleuri. De nouveau, j'accompagnai la bande de la rue du Docteur Dordaine jusqu'au moulin dont la grande roue tournait encore. Les parties de cerfs-volants ont recommencé devant le château. Nous n'avions plus peur, mon frère et moi, d'entrer dans le hall et d'y marcher parmi les gravats et les feuilles mortes. Nous nous installions tout au fond, dans l'ascenseur, un ascenseur aux deux battants grillagés, au bois clair et lambrissé, avec une banquette de cuir rouge. Il n'avait pas de plafond, et le jour venait du haut de la cage de la verrière encore intacte. Nous appuyions sur les boutons, et nous faisions semblant de monter aux étages, où peut-être le marquis Elliot Salter de Caussade nous attendait. Mais on ne l'a pas vu au village cette année-là. Il a fait très chaud. Les mouches se prenaient au papier collant tendu sur le mur de la cuisine. Nous avons organisé un pique-nique en forêt avec Blanche-Neige et le neveu de Frédé. Ce que nous préférions, mon frère et moi, c'était d'essayer de faire glisser l'auto-tamponneuse sur les vieilles planches. Cette auto-tamponneuse, dont nous avons su plus tard que la petite Hélène l'avait trouvée grâce à un forain de ses amis. Pour le 14 juillet, Roger Vincent nous a invités à dîner à l'auberge Robin des Bois. Il était venu de Paris avec Jean D et André K. Nous occupions une table du jardin de l'auberge, un jardin orné de bosquets et de statues. Tout le monde était là, Annie, la petite Hélène, Blanche-Neige et même Mathilde. Annie portait sa robe bleu pâle et sa grande ceinture noire qui la serrait très fort à la taille. J'étais assis à côté d'André K. et j'avais envie de lui poser des questions sur la bande qu'elle avait fréquentée, celle de la rue Lauriston, mais je n'osais pas. Et l'automne. Nous allions avec Blanche-Neige ramasser les châtaignes de la forêt. Nous n'avions plus de nouvelles de nos parents. La dernière carte postale de notre mère
était une vue aérienne de la ville de Tunis. Notre père nous avait écrit de Brazzaville, puis de Bangui, et puis plus rien. C'était la rentrée des classes. L'instituteur, après la gymnastique, nous faisait ratisser les feuilles mortes de la cour de récréation. Nous les laissions tomber, sans les ratisser, dans la cour de la maison, et elles prenaient une couleur rouille qui tranchait sur le vert pâle de l'auto-tamponneuse. Celle-ci semblait bloquée jusqu'à la fin des temps, au milieu d'une piste de feuilles mortes. Nous nous asseyions dans l'auto-tamponneuse, mon frère et moi, et je m'appuyais sur le volant. Demain, nous allions découvrir un système pour la faire glisser. Demain, toujours demain. Comme ces visites sans cesse remises, la nuit, au château du marquis de Caussade. Il y a eu de nouveau une panne d'électricité, et nous nous éclairions avec une lampe à huile pour le dîner. Le samedi soir, Mathilde et Blanche-Neige allumaient un feu dans la cheminée de la salle à manger, et elles nous laissaient écouter la radio. Quelquefois nous entendions chanter Édith, l'amie de Roger Vincent et de la petite Hélène. Le soir, avant de m'endormir, je feuilletais l'album de la petite Hélène où elle figurait, elle et ses camarades de travail. 2 d'entre eux m'impressionnaient. L'Américain Chester Kingston, aux membres aussi souples que du caoutchouc, et qui se disloquait si bien qu'on l'appelait l'homme puzzle, et Alfredo Codona, le trapéziste, dont la petite Hélène nous parlait souvent et qui lui avait appris le métier. Ce monde du cirque et du music-hall était le seul où nous voulions vivre plus tard, mon frère et moi, peut-être parce que notre mère nous emmenait, quand nous étions petits, dans les loges et les coulisses des théâtres. Les autres venaient toujours à la maison, Roger Vincent, Jandé, Andréca, et ceux qui sonnaient à la porte le soir et dont j'épiais à travers les fentes des persiennes les visages éclairés par l'ampoule de l'entrée, des voix, des rires et des sonneries de téléphone, et Annie et Jandé dans la 4 chevaux, sous la pluie. Au cours des années suivantes, je ne les ai plus jamais revus, sauf une fois. Jandé, j'avais 20 ans. J'habitais une chambre, rue Coustou, près de la place Blanche. J'essayais d'écrire un premier livre. Un ami m'avait invité à dîner dans un restaurant du quartier. Quand je l'ai rejoint, il était entouré par 2 convives, Jandé et une fille qui l'accompagnait. Jandé avait à peine vieilli, quelques cheveux gris aux tempes, mais toujours sa brosse longue, de minuscules rides autour des yeux. Il ne portait plus de canadienne, mais un complet gris très élégant. J'ai pensé que nous n'étions plus les mêmes, lui et moi. Pendant tout le repas, nous n'avons fait aucune allusion aux jours anciens. Il m'a demandé à quoi je m'occupais dans la vie, il me tutoyait et m'appelait Patrick. Il avait certainement expliqué aux autres qu'il me connaissait depuis longtemps. Moi, j'en savais un peu plus sur lui qu'à l'époque de mon enfance. Cette année-là, l'enlèvement d'un homme politique marocain avait défrayé la chronique. L'un des protagonistes de l'affaire était mort dans des circonstances mystérieuses, rue des Renaudes, au moment où les policiers forçaient sa porte. Jean D. était un ami de ce personnage, et le dernier à l'avoir vu vivant. Il avait témoigné de cela, et on en avait parlé dans les journaux. Mais les articles contenaient d'autres détails. Jean D. avait fait jadis 7 ans de prison. On ne précisait pas pourquoi, mais d'après la date, ses ennuis avaient commencé au temps de la rue du docteur Dordaine. Nous n'avons pas dit un seul mot au sujet de ces articles. Je lui ai simplement demandé s'il habitait Paris. « J'ai un bureau au faubourg Saint-Honoré.
Il faudrait que tu viennes me voir. » Après le dîner, mon ami s'est éclipsé. Je me suis retrouvée seule avec Jean D et la fille qui l'accompagnait, une brune, qui devait avoir une dizaine d'années de moins que lui. « Je te dépose quelque part ?» Il ouvrait la portière d'une Jaguar garée devant le restaurant. J'avais appris par les articles qu'on l'appelait dans un certain milieu le grand à la Jaguar. Je cherchais depuis le début du dîner une entrée en matière pour lui demander des éclaircissements sur un passé qui demeurait jusqu'à ce jour une énigme. « C'est à cause de cette voiture qu'on t'appelle le grand à la Jaguar, lui ai-je dit, mais il a haussé les épaules sans me répondre. Il a voulu visiter ma chambre rue Coustou. Lui et la fille ont gravi derrière moi le petit escalier dont le tapis rouge usé sentait une drôle d'odeur. Ils sont entrés dans la chambre et la fille s'est assise sur l'unique siège, un fauteuil d'osier. Jean D, lui, est resté debout. C'était étrange de le voir dans cette chambre, vêtu de son complet gris, très élégant, et d'une cravate de soie sombre. La fille regardait autour d'elle et ne semblait pas enthousiasmée par le décor. « Tu écris, ça marche ?» Il s'était penché vers la table de bridge et considérait les feuilles de papier que j'essayais de remplir jour après jour. « Tu écris à la pointe bic ?» Il me souriait. « Ce n'est pas chauffé ici ?»« Non. »« Et tu te débrouilles ?» Que dire ? Je ne savais pas comment payer le loyer de cette chambre à la fin du mois, 500 francs. Bien sûr, nous nous connaissions depuis très longtemps, mais ce n'était pas une raison pour lui confier mes soucis. « Je me débrouille, lui ai-je dit. »« Ça n'a pas l'air. » Pendant un moment, nous étions face à face, dans l'embrasure de la fenêtre. Bien qu'on l'appelât le grand à la Jaguar, j'étais maintenant un peu plus grand que lui. Il m'a enveloppé d'un regard affectueux et naïf, le même que du temps de la rue du docteur Dordaine. Il a roulé sa langue entre ses lèvres, et je me suis souvenu qu'il le faisait aussi à la maison quand il réfléchissait. Cette manière de rouler la langue entre ses lèvres et d'être perdu dans ses pensées, je l'ai remarqué plus tard chez quelqu'un d'autre que Jean D, Emmanuel Berle, et cela m'a ému. Il se taisait, moi aussi. Son ami était toujours assis sur le fauteuil d'osier et feuilletait un magazine qui traînait sur le lit et qu'elle avait pris au passage. Il valait mieux au fond que cette fille soit là, sinon nous aurions parlé, Jean D et moi. Ce n'était pas facile, je l'ai lu dans son regard. Au premier mot, nous aurions été comme les pantins des stands de tir qui s'écroulent quand la balle a frappé le point sensible. Annie, la petite Hélène, Roger Vincent avaient certainement fini en prison. J'avais perdu mon frère. Le fil avait été brisé, un fil de la Vierge. Il ne restait rien de tout ça. Il s'est retourné vers son ami et il a dit « Il y a une belle vue ici, c'est vraiment la Côte d'Azur. » La fenêtre donnait sur l'étroite rue Puget où personne ne passait jamais. Un bar glauque au coin de la rue, un ancien vins et charbon, devant lequel une fille solitaire faisait le guet, toujours la même et pour rien. Belle vue, non ? Jean D inspectait la chambre, le lit, la table de bridge sur laquelle j'écrivais tous les jours, je le voyais de dos. Son ami appuyait le front à la vitre et contemplait en bas la rue Puget. Ils ont pris congé en me souhaitant bon courage. Quelques instants plus tard, je découvrais sur la table de bridge 4 billets de 500 francs
soigneusement pliées. J'ai essayé de retrouver l'adresse de son bureau, faubourg Saint-Honoré, en vain, et je n'ai jamais plus revu le grand à la Jaguar. Les jeudis et les samedis, quand Blanche-Neige n'était pas là, Annie nous emmenait à Paris, mon frère et moi, dans sa 4 chevaux. Le trajet était toujours le même, et grâce à quelques efforts de mémoire, j'ai réussi à le reconstituer. Nous suivions l'autoroute de l'Ouest, et nous passions sous le tunnel de Saint-Cloud, nous traversions un pont sur la Seine, puis nous longions les quais de Boulogne et de Neuilly. Je me souviens des grandes maisons le long de ces quais, abritées par des grilles et par les feuillages, des péniches et des villas flottantes auxquelles on accédait par des escaliers de bois. Chacune portait un nom sur une boîte à lettres au début des escaliers. « Je vais acheter une péniche ici et nous habiterons tous dessus, » disait Annie. Nous arrivions porte Maillot. J'ai pu localiser cette étape de notre itinéraire à cause du petit train du jardin d'acclimatation. Annie nous y avait fait monter un après-midi, et nous parvenions au terme du voyage, dans cette zone où Neuilly, Levallois et Paris se confondent. C'était une rue bordée d'arbres dont les feuillages formaient une voûte. Pas d'immeubles dans cette rue, mais des hangars et des garages. Nous nous arrêtions devant le garage le plus grand et le plus moderne, avec une façade beige à fronton. À l'intérieur, une pièce était protégée par des vitres. Un homme nous attendait là, un blond, aux cheveux bouclés, assis derrière un bureau métallique sur un fauteuil de cuir. Il avait l'âge d'Annie, il se tutoyait. Il était vêtu comme Jean D d'une chemise à carreaux, d'un blouson de daim, d'une canadienne en hiver et de chaussures à semelles de crêpe. Mon frère et moi, nous l'appelions entre nous Buck Danny parce que je lui trouvais une ressemblance avec un personnage d'un illustré pour enfants que je lisais à l'époque. Que pouvaient bien se raconter Annie et Buck Danny? Que pouvaient-ils faire quand la porte du bureau était fermée à clé de l'intérieur et qu'un store de toile orange avait été rabattu derrière les vitres? Mon frère et moi, nous nous promenions à travers le garage, plus mystérieux encore que le hall du château déserté par Elliot Salter, marquis de Caussade. Nous contemplions les unes après les autres des voitures auxquelles il manquait un garde-boue, un capot, le pneu d'une roue. Un homme en salopette était allongé sous un cabriolet et réparait quelque chose avec une clé anglaise. Un autre, un tuyau à la main, remplissait d'essence le réservoir d'un camion qui s'était arrêté dans un ronflement terrible de moteur. Un jour, nous avons reconnu la voiture américaine de Roger Vincent, le capot ouvert, et nous en avons conclu que Buck Danny et Roger Vincent étaient des amis. Quelquefois, nous allions chercher Buck Danny à son domicile, dans un bloc d'immeubles, le long d'un boulevard, et il me semble aujourd'hui que c'était le boulevard Berthier. Nous attendions Annie sur le trottoir. Elle nous rejoignait avec Buck Danny, nous laissions la 4 chevaux garée devant le bloc d'immeubles, et nous marchions tous les 4 jusqu'au garage, par les petites rues bordées d'arbres et de hangars. Il faisait frais dans ce garage, et l'odeur de l'essence était plus forte que celle de l'herbe mouillée et de l'eau quand nous nous tenions immobiles devant la roue du moulin. Il flottait la même pénombre dans certains coins où dormaient des autos abandonnés. Leur carrosserie luisait doucement dans cette pénombre, et je ne pouvais pas détacher les yeux d'une plaque métallique fixée au mur, une plaque jaune
sur laquelle je lisais un nom de 7 lettres en caractères noirs, dont le dessin et la sonorité me remuent encore le cœur aujourd'hui. Casse-troll.